Eh bien, ça y est, ça tourne. Salut à tous. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Véronique Bergeaud. Salut. Moi, je t'appelle même Véro, Ouais, plus c'est bien, souvent. je préfère. Écoute, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vus. Ouais. Je suis ravi de t'accueillir parce qu'il y a plein de gens qui vont découvrir ta voix. Une voix que moi, j'ai écoutée il y a 3-4 ans dans le cadre de cours un peu de sophro, de lâcher prise, avant de lancer OVNI Capital. Cette voix, c'est un peu mon refuge. Je te l'ai pas dit, mais je le dis publiquement. Quand j'ai une insomnie, que j'ai des maux de tête ou que j'ai de stress, j'écoute des vocaux qui datent d'il y a 3 ans et demi, 4 ans, et je me relâche de toute cette pression qu'on peut avoir par moment. Et donc ça sert encore 4 ans après. Et donc on est dans un contexte aujourd'hui où ce soir on va avoir une conférence d'un sportif qui s'appelle Mathieu Blanchard avec pas mal de souscripteurs du fonds. On fête un peu le closing du fonds, on fait une assemblée générale, etc. Et tu habites Bordeaux, mais je t'ai dit écoute, ça serait vraiment génial que tu sois là parce que tu fais partie des gens qui m'ont aussi aidé au tout début de ce projet. Et j'oublie pas ça, et je pense qu'en plus tu as plein de messages géniaux à véhiculer, donc je suis ravi de te tendre ce micro dans le cadre du podcast OVNI. Je suis ravie aussi d'être là. On va rapidement parler de ton parcours d'entrepreneur avant de parler de ton parcours de coach. Tu as eu plusieurs vies. Finalement, moi, je t'ai rencontré historiquement via un de tes cofondateurs qui, quand je lui ai parlé un peu de mes challenges et notamment de mon équilibre, etc., m'a dit tu devrais parler à Véro. Et vous avez monté une boîte ensemble que vous avez revendue qui s'appelle Social Move. C'est ça, ouais. Est-ce que tu veux me raconter un peu ce que vous faisiez Chez Social Move. Ouais, parce que vous étiez un des pionniers de la tech, hein, c'est ça ? C'est exactement. On était au tout début. C'était en 2010. Donc Facebook n'était pas encore ce qu'il était. Et on avait une précédente société qui faisait du portail web, où j'ai rejoint Sylvain d'ailleurs. Et en fait, il a commencé, lui, surtout à faire l'acquisition via Facebook. Et on était le plus gros spender, je crois, en Europe à ce moment-là. Donc, on a eu accès aux API pour pouvoir commencer à développer de la techno dessus. Et l'aventure Social Move a démarré à ce moment-là parce qu'on a vu aussi tout le potentiel que pouvait offrir Facebook. Et on a commencé à donc créer Social Move, à faire aussi de ce parcours quelque chose de nouveau par rapport au portail, à l'email marketing, à ça aussi. Et donc en 2010, il n'y avait pas encore toutes les levées de fonds qu'on connaît aujourd'hui, ni l'écosystème entrepreneurial qui a énormément grandi ces 15 dernières années. Il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas vraiment de fonds. Je me rappelle quand on disait justement qu'on montait une boîte, je me rappelle souvent de l'air assez condescendant presque, de monter une start-up. Oh, ils vont encore se planter. Oh, c'est mignon, c'est cute. C'était vraiment ce qui transparaissait quand on parlait de l'aventure de ce qu'on était en train de lancer. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à titre personnel, à entreprendre ? Chacun a ses moteurs, quelque chose au fond de ses tripes qui lui donne envie d'entreprendre. C'était quoi, toi, ton moteur ? Il y a plusieurs choses. La première, je pense qu'il y a toujours cette envie de... C'est bon. Ouais. Qu'il y a... Moi, le fait de... Le challenge intellectuel, ça, c'est sûr que c'est là, de pouvoir ouvrir quelque chose, faire quelque chose de nouveau, d'apprendre en permanence, un vrai challenge. Et puis, il y avait aussi le côté perso où on avait une enfant qui avait des soucis de santé. Et on s'était dit, ça laisserait aussi plus de place, plus d'opportunités de pouvoir s'en occuper s'il y avait bien tout ça. Parce qu'on était au début, à aucun moment, de toute façon, le plan était de créer un monstre ou de quelque chose... qui nous dépassait. Ce qui s'est passé, on a tellement bien bossé que finalement, on a mis des doigts dans des engrenages et ça a avancé. Mais à la base, c'était avoir plus de temps presque pour s'occuper d'un point de vue perso. Et puis, il y avait finalement aussi le challenge intellectuel qui est super stimulant. Est-ce que c'est pas un piège un peu ce côté je suis entrepreneur, alors finalement, je gère mon emploi du temps comme je veux, j'ai une liberté, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie des entrepreneurs
qui sont finalement un peu asservis à leur outil de travail, et vu que c'est leur boîte, justement, ils coupent jamais, ils travaillent soir et week-end. Comment vous l'avez vécu? Tu vivais à Londres, Paris. entre Paris et Londres. Paris à ce moment-là. Paris à ce moment-là, c'est ça. Londres, c'était une deuxième partie. Une deuxième phase. Une deuxième phase, mais c'était à Paris. C'est vrai que pour moi, je vais parler vraiment pour moi, il y avait deux choses. Le premier, c'était de bosser, ça permettait de ne pas penser à certaines choses et d'aimer ça aussi. Hein. Et en effet, je pense que tous les entrepreneurs le disent, c'est difficile quand même de couper parce qu'on aime ce qu'on fait. Et un peu, c'est aujourd'hui, tu connais cette courbe du stress, où parce qu'on est excité, on va vraiment en haut de la courbe. Sauf que le danger, c'est pas de savoir freiner, de ralentir et hop, de passer de l'autre côté où vraiment ça tire de plus en plus. Ok. Sur la corde. Bon, et donc effectivement, vous développez cette boîte. Elle est rachetée par Marine Software. Qui était le numéro 1 mondial du search. Donc l'idée, c'était de faire un peu une plateforme. Enfin, l'idée, quand on a fait ça, c'était de rassembler le social et le search Google et un Facebook, qui ne se rassembleraient, eux, jamais dans la vraie vie, pour pouvoir avoir, nous, une plateforme qui mette tout ensemble. Et ça, c'était en 2015, oui. Génial. À ce moment-là, toi, tu ressors de cette aventure finalement un peu cramée. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, Comment tu l'expliques? C'est le passage de 0 à plusieurs millions de CA, les recrutements, le rythme de travail. C'est tout ça, ouais, un mélange du pro et du perso. En fait, c'est ça qui est drôle. La naissance de la boîte est née avec ma première fille. Et la vente s'est faite à la naissance, pendant ma grossesse et la naissance de la seconde. Donc, il y avait des biberons à 2h du mat en train de faire des calls avec San Francisco de l'autre côté. C'est lunaire presque. Mais c'était intense. Se faire acheter par des Américains, c'est aussi intense. J'avais une discussion la semaine dernière avec Marie Houtier, qui a vendu sa boîte historiquement à Twitter, et on parlait de ces sujets-là. Je crois qu'elle est à Bordeaux, comme toi. Donc, en fait, il va falloir que j'organise une intro et que vous preniez un café ensemble. Comment tu as fait, justement, une fois cette session réalisée, tu trouves finalement un nouvel équilibre, parce que effectivement, t'as cet exit qui change en partie, pas ta vie, mais ton équilibre. L'objet de combien d'années? De 7-8 ans, c'est ça, de développement? 5-6 ans. 5-6, ouais. Devient secondaire, parce qu'une fois que tu as cédé à un grand groupe, tu n'as plus besoin de mettre autant d'intensité. Tu es resté combien de temps en accompagnement du grand groupe qui vous a racheté? Marine, moi j'ai été loquée pendant 3 ans parce que j'avais tout le business et je pense qu'ils voulaient surtout me mettre bien à l'écart de couper en fait les réseaux, je pense que je pouvais avoir. Et en fait, c'est difficile. J'ai appris ça beaucoup plus tard. Alors, j'ai été loquée pendant 3 ans. J'avais plus vraiment de job. Enfin, il y avait une passation, il y avait tout ça, mais on perd les équipes, on perd plein de choses très rapidement, finalement. Et finalement, il y a les 10 doigts dans la prise parce qu'on a été shooté à l'adrénaline pendant de nombreuses années. Et on profite. Enfin, moi, j'ai pas su profiter de la décélération et du cool. On a rempilé sur une autre boîte où on s'est planté, mais pas parce qu'on était fatigué. Je pense que c'était un marché, la food tech, extrêmement compliqué. Mais c'était pas les bonnes raisons aussi. C'était, je pense, de pas accepter qu'on nous loque, de pas accepter qu'on nous empêche, de pas accepter de pouvoir faire comme on voulait, comme quand on voulait, etc. Et donc, c'est lancer quelque chose qui fait que finalement, les 10 doigts dans la prise, boum, on y va, péché d'orgueil. On va faire encore plus, on va faire encore plus gros. Et là, j'ai cramé. Là, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai cramé, que je me suis pris un bon burn-out avec quand même des prémices d'un AVC. Parce que l'épuisement, le corps a lâché aussi, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai
commencé à switcher. Et donc, moi, je le situe mal, en fait. C'est pas en 2015 que tu étais cramé, comme tu dis, c'est quelques années après. C'est en 2017, et 2018. Finalement, tu as un premier succès qui te donne envie d'en refaire un second, mais il y a un peu de fatigue déjà liée aux 5-6 ans. C'est ça. Et donc, comme tu dis, peut-être erreur de marché, pas le bon time to market, mais tu es dans un climat de confiance où tu te dis, si j'ai réussi ça, je peux tout réussir. Je peux tout craquer. Et là, l'échec est dur l'échec aussi. Est pas non, lui, l'échec, il est vraiment pas dur. Il est vraiment pas dur du tout. C'est pas ça. Ça n'a pas été ça le sujet. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir lu les signes d'épuisement, de fatigue, où à un moment donné, ça pète et donc boum. Et à ce moment-là, je pense qu'on avait quand même retourné le modèle dans tous les sens objectivement. C'est un modèle qui pouvait pas vraiment marcher. Et à ce moment-là, je me suis dit, stop, j'arrête. Là, je me suis pris quand même un gros stop, un gros feu rouge. Je vais m'occuper de moi. Il faut que je me remette quand même sur pied et on verra après. Donc, mais oui, non, l'après, c'est vraiment 2017-2018 où, boum, ça... Ce qui correspond quasiment au moment où moi, je pense, je t'ai rencontré, ça doit être 2 ans après. 2 ans après, ouais. Parce que tu avais déjà fait cette formation. C'est quoi les signes que tu n'as pas écoutés ? Parce que je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a aussi des confrères VC. On parlait avec un confrère justement du blues de certains VC qui ont connu la même euphorie que tu as connue en tant qu'entrepreneur, puis qui ont pris le Covid et puis un peu la fin de la fête des années qui ont suivi. C'est quoi les signes que tu conseilles à nos auditeurs d'écouter et sur lesquels il faut être vigilant ? J'ai déjà parlé des miens, on n'a pas tous les mêmes, mais c'est vrai que de sentir d'être au bord de la falaise, de sentir je sens que je vais pas tenir, je sens que je vais m'écrouler, je sens que je n'en peux plus. Mais ça, c'est le principe même de comment fonctionne d'ailleurs un burn-out. Le burn-out, c'est jamais celui qui va dire « Ouh là là, ça va attendre demain ». Celui-là, il n'y a pas de problème. C'est la personne justement qui a un couteau entre les dents et qui lâche rien, qui croit qu'il ne peut rien lâcher. Et en fait, c'est de tirer qui fait que le corps va jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'écrouler à un moment donné. Ça, c'est ça la définition même du burn-out. Mais cette fatigue, de mal dormir, il y avait pour moi beaucoup de cauchemars. De commencer à sentir que le cerveau ralentit un petit peu, ça c'est quoi ? Ça c'est les prises de décision où tu n'arrives plus à te concentrer ? C'est ça, la concentration, ou vraiment la fatigue, et des fois de se dire, j'en peux plus, quoi. En fait, c'est que tu te lèves le matin déjà fatigué et tu n'arrives plus à remettre la machine en marche. De sentir qu'il faut un treuil bientôt pour se lever le matin. Tout ça, c'est des signes qui sont pas bons. Le sommeil perturbé, c'est pas bon. Le fait... Alors après, il y a plein de personnes qui peuvent avoir des addictions, des choses comme ça. Donc l'addiction, c'est pas forcément drogue, alcool. Hein. Ça peut, mais ça peut être du sport. Moi, ça a fait rire, mais c'était le chocolat. Quand je finissais des fois à 2h du mat... tendu, il me fallait jusqu'à taper le Nesquik des filles. Donc c'est rigolo, mais c'est vraiment un besoin d'essayer de compenser quelque chose parce qu'il y a un moment, il y a un trou au milieu et on essaye de remplir ça. Moi, Augustin, mon associé donc sur Revenu Capital, me taquine régulièrement sur le sucre. Ouais, mais le sucre. Je mange beaucoup de sucre et... comment tu as fait pour prendre soin de toi et pour remonter un peu la pente Et remonter. Ouais. Et ben quand je me suis pris ce gros... Alors, j'ai pas arrêté tout de suite, j'ai arrêté quelques mois après. Et ça correspondait à ce moment-là où, justement, j'allais à Londres avec mon ex aussi compagnon. Et et j'ai commencé à ce moment-là, je me suis dit, là, il faut que j'arrête. J'avais des enfants tout petits, je dis, les médecins avaient été clairs, hein, c'est soit vous détendez, là, vous vous calmez, soit... on va dans la très très mauvaise direction. Donc là, je me suis dit, on va s'arrêter. J'avais presque en fait un mot du médecin qui me disait, ça y est, t'as le droit de freiner. Tu as le droit. Et donc à ce moment-là, ça faisait des années qu'on me disait, mais tu devrais faire la sophro, ça va, pas le temps, pas envie, c'est pas pour moi, etc. Et j'ai fait la sophro et j'ai adoré, ça m'a fait un bien de dingue. Première session, m'a fait ouvrir la bouche.
Et en fait, j'avais jamais réalisé que mes mâchoires étaient limite calcifiées tellement elles étaient serrées à ce point. Et donc, c'était presque douloureux. Et ça a fait un bien de dingue. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de me former à la sophro. Et donc, j'ai fait entre Londres et Paris pendant 2 ans. J'ai adoré ça. Pas avec un objectif de devenir sophrologue, mais juste pour le plaisir de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de différent, de freiner, de ralentir. Et j'ai à ce moment-là fait aussi du consulting, du coaching pour des startups, pour les aider sur des levées de fonds. Et à la fin de ces 2 ans, plus envie de monter des boîtes, pas envie, et je suis devenue sophrologue et spécialisée sur toutes ces problématiques de stress, de burn-out, de sommeil, de gestion des émotions, parce que j'avais vu à ce moment-là d'ailleurs des psys, mais il n'y avait rien, c'est pas de ça dont j'avais besoin en fait. C'est là, me dire va élever des chefs dans le Larzac, c'est pas ça dont j'ai besoin, c'est pas ça qui va m'aider. Et en fait, ça réellement, c'est terrible quand je dis ça, j'ai l'impression de me tirer une balle dans le pied, mais à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait très peu, la santé mentale n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça a eu une explosion très récente et massive, et c'est très bien. Mais réellement, c'était encore, tu vas voir un psy limite parce que t'es fou. En tout cas, moi, j'ai eu cette conversation, je viens de regarder dans les mails là, avec toi, en septembre 2020. Septembre 2020, ouais. Et c'est sûr que le sujet de la santé mentale des fondateurs n'était pas du tout au premier plan comme aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que tu as aussi des gens qui peuvent être sophrologues, qui peuvent venir t'aider à gérer le stress, mais ils n'ont pas été entrepreneurs comme toi. Toi, tu sais exactement de quoi tu parles, tu as vécu des levées de fonds, tu as vécu des exits, tu sais exactement ce que traversent les entrepreneurs, et c'est ce que j'avais, moi, apprécié dans nos échanges. Et donc ça, tu l'as fait petit à petit, cette formation sur 2 ans, et depuis, tu accompagnes des dirigeants. C'est ça. Et depuis, ma vie est différente. Depuis, j'accompagne des dirigeants parce que c'est un marathon. Et parce qu'on n'a pas appris, en fait, on a appris combien faisait 2 plus 2, on a appris à lire des chiffres, on sait lire un BP, on sait lire tout ça. Mais par contre, soi, on ne sait pas. Et en fait, et c'est ça, c'est presque la base. La base de la base, c'est déjà se connaître soi, comment on fonctionne basiquement en tant qu'être humain, pour savoir comment j'active un moment pour pouvoir... Là, il faut vraiment que je freine, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ça va me permettre de continuer. Et c'est souvent d'ailleurs ce que me disent les gens que j'accompagne, c'est le gros avantage, c'est qu'on n'a pas l'explication de texte à me faire. Je connais l'entreprise, je connais la start-up. L'objectif n'est pas de arrête tout mon petit et va te reposer, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est comment tu fais pour équilibrer, pour te balancer et que ça fonctionne et que tu tiennes pas en survie, mais dans des bonnes conditions et en plus qu'on kiffe ce qu'on fait, parce que moi j'ai adoré faire ça. Il y a toujours cette adrénaline quand je commence à regratter des fois dans des projets, je sens boum, la pulsion qui monte parce que c'est excitant, parce que c'est intellectuellement, c'est génial quoi. Mais de temps en temps le frein quoi. Tu crois que c'est un problème de formation, effectivement, dans les écoles de commerce, dans les MBA, etc. Et qu'en fait, il y a 5 ans, on en parlait ensemble, c'était pas du tout établi. On commence à le voir de plus en plus. Et dans 5 ans, ça sera acquis. En tout cas, moi, j'ai participé à un colloque sur la longévité il y a 1 mois à Station F. Et de ce que je comprends, les US sont quand même très en avance sur nous là-dessus. Après, je pense qu'en France, on a quand même un équilibre global de vie et un rapport justement qui compense peut-être un peu ça. Comment tu fonctionnes toi quand tu identifies un entrepreneur, tu commences à travailler avec lui? Je me souviens sur ton site web, il y avait un espèce de questionnaire type où tu posais 20, 30, 50 questions pour savoir est-ce qu'on était dans la zone verte, est-ce qu'on était dans la zone orange ou est-ce qu'on était dans la zone rouge. Alors, à l'époque, j'étais pas rouge, j'étais orange. Orange foncé. Ouais. En fait, c'est des discussions déjà à avoir et c'est cette confiance qui s'établit avec la personne. C'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. De pouvoir avoir une personne... finalement à qui on peut lâcher, parce que
il peut y avoir un équilibre, mais au final, il y a quand même ce masque. Là, je parle aussi même en tant que femme, hein, d'être fort. Et de dire je suis fatiguée, de dire c'est moins bien, de dire j'en ai marre. Il y a un moment, il y a quand même cette culture de montrer que non, tout va bien et je gère, machin. Et là, les choses changent, les choses bougent. On est capable de plus en plus de dire je commence à fatiguer, ça commence à attirer beaucoup plus. Mais réellement, il y a quelques années, c'était pas le cas. Et le nombre de... Enfin, t'es dans plein de groupes, de choses comme ça, avec des entrepreneurs. Et ça se voyait, ça clignotait de partout. On n'en peut plus, mais non. Ouais, mais c'est compliqué, en fait. Si tu te mets... Moi, je trouve que la solitude de l'entrepreneur, elle est très dure. J'adore cette chanson d'Orelsan, Seul avec du monde autour. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui caractérise des artistes à succès, mais aussi des entrepreneurs, etc. Si je me mets dans la peau d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est ces investisseurs en board, tout va bien, les chiffres sont bons, non mais l'équipe c'est génial, etc. Avec ses collaborateurs, c'est pareil, il doit motiver, il doit entraîner, et quand ça va pas, s'il le montre trop, c'est pas ça évident. Les inquiète, voilà. Si quand il rentre à la maison, il fait la gueule, il vide son sac, alors que... C'est pas le rôle du conjoint. Voilà, c'est pas le rôle du conjoint, c'est pas évident. Ouais. Moi, je sais que c'est ça qui m'avait le plus marqué. Et je sais que je l'avais dit, je sais pas si c'est en tant que femme, mais je sais que c'était... et finalement, quand on lance le sujet, il vient quasiment à tout le temps pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, cette solitude. De toujours devoir être ce rock, cette force et cette puissance et que tout va bien. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, que j'ai appris, c'est le fait de pouvoir dire que ça va pas, veut pas dire que c'est la cata et qu'on on jette tout, on fout tout en l'air. Et moi, c'est mon expression, je vais retrouver mes chefs dans le Larzac. J'ai jamais eu de chef dans le Larzac, puis j'en veux pas d'ailleurs, mais c'est d'arriver à exprimer... En fait, c'est créer cette dissonance. Quand à l'intérieur, c'est un chaos et que l'extérieur, on montre un joli visage avec un grand sourire de force, de puissance, je suis reposée, je suis bien. En fait, cette dissonance, c'est là que ça fait petit à petit péter la machine. Et d'avoir un peu de dire, franchement, aujourd'hui, foutez-moi la paix, j'en ai marre, c'est beaucoup plus sain que de tenir. Donc, et de tenir. En fait, il faut quoi selon toi ? Il faut que les entrepreneurs qui nous écoutent et que je vais financer avec OVNI dans les prochaines années arrivent à mêler cette force et à la fois cette vulnérabilité, cette humanité, arriver à faire comprendre que oui, on n'est pas des machines et puis que dans une vie d'entrepreneur, une vie de couple, la vie de tous les jours, on a des hauts, on a des bas, mais que la vision, le cap, il est bien là, et que c'est des petites marches et que c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Je pense sincèrement que de se montrer vulnérable est en fait une grande force, réellement. Parce que c'est aussi s'écouter et c'est avoir suffisamment confiance en soi, en ses capacités, en ses ressources, en comment on fait pour pouvoir dire là j'ai besoin d'eux et après et demain, la semaine prochaine, c'est un autre jour et ça ira mieux et j'avance et je continue. Est-ce que donc tu crois que c'est un trait qu'on doit rechercher nous dans nos investissements, un trait un peu essentiel des bons fondateurs ? C'est-à-dire à la fois avoir ce côté rock et à la fois être capable de bien se connaître, d'avoir cet autodiagnostic, c'est ça ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je sais pas, moi, en fait, à titre perso, ce que je partage, et c'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est que si je donne les grandes phases 2015-2025, je suis à fond dans l'entrepreneuriat. Mais avant, ma phase, on va dire 2008-2015, j'étais à fond dans le sport. Et 2002-2012, j'étais à fond dans la musique. Donc, en fait, je suis toujours à fond et je ne changerai pas. Le fait d'avoir réintégré du sport ces 2-3 dernières années, le fait d'avoir fait appel à toi comme coach, le fait de prendre du recul, tu parlais de la naissance de tes enfants, c'est tout bête, mais tu vois, moi, mes enfants ont 8 et 5 ans, ça déplace un peu tes centres de gravité et d'intérêt. Le fait de faire tout ça, aujourd'hui, je me sens aligné, je me sens apaisé avec qui je suis.
j'ai aussi trouvé les bons associés. Ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que ce masque, tu es obligé de l'avoir si tu n'as pas les bons associés aussi. Oui. Et c'est-à-dire que je pense que quand tu as les bons associés autour de toi dans une entreprise, il y a Mathieu qui enregistre juste à côté, là on s'est vus tous ensemble, etc. Bah, tu peux leur dire ces choses-là. Parce que c'est des bons associés et quand toi, tu as un coup de moins bien, c'est eux qui vont être le rock. Et je pense que ce qui est très difficile dans le business, c'est trouver la bonne configuration et la bonne association. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que ça fait 10 ans que j'investis dans des startups, que je prêtais pas du tout attention à ça il y a quelques années, que je fais beaucoup plus attention et je commence à faire passer des tests de type disque force motrice, MBTI, etc. Et que ce qui était instinctif, c'est-à-dire j'investis dans Ty Chris parce que il a sauté de la Tour Eiffel, c'est un champion du monde de roller et c'est un warrior, et donc c'est pour ça que j'y vais. Aujourd'hui a un peu changé et que je lis évidemment un business, j'ai une lecture du marché global, de à quel point c'est une grosse techno, etc. Mais j'essaye de bien lire l'équipe, ses équilibres professionnels, personnels. Voilà, je parlais avec un fondateur qui, s'il écoute, se reconnaîtra il y a quelques semaines et qui me dit ma femme va passer le concours de la magistrature. Et en fait, c'est une info importante où tu sais que dans son équilibre global, si elle réussit le concours, et c'est tout le mal que je leur souhaite, derrière, il y a 3 ans d'école, c'est éprouvant, enfin, tu vois. Donc, je fais beaucoup plus attention à ces signaux faibles-là, chez les gens que je finance, et chez moi, parce que je veux tenir dans la durée. Ouais. Et c'est mieux, non ? C'est mieux, ça dépend des moments. C'est pas le chemin le plus facile. Voilà. C'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le chemin le plus viable et le plus sécure aussi, finalement. Ouais, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Où il y a des moments où tu es un peu sur le fil et il faut mettre des coups de collier extraordinaires. Sinon, tu accomplis pas ce que tu veux accomplir. Et à la fois, tu te dis, l'enjeu, c'est de tenir dans la durée. Mais c'est vrai, je te rejoins sur trouver le bon associé. Parce que être associé dans une boîte, c'est de toute façon un mariage. Objectivement, ça reste un mariage. Et j'ai vu plein d'associés qui d'ailleurs suivaient des thérapies comme des couples, qui n'étaient absolument pas en couple, il n'y avait pas de relation. Mais parce que le niveau d'engagement, de confiance, de partage, de tout ce qu'il peut y avoir de désaccord, fait qu'on a besoin de pouvoir communiquer. Et je pense que... c'est une phrase d'un bateau, mais tellement évidente. La communication, que ce soit d'ailleurs dans un couple, entre associés, dans n'importe quelle partie de la vie, va être la base aussi. Donc, soit à un moment, ces associés sont ensemble, ont ces discussions, moi j'ai envie de dire, sincères, ouverte, honnête, de pouvoir se dire comment on est, comment je me ressens, de quoi tu as besoin, vas-y, fais ça, occupe-toi toi, on prend le relais, et les choses bougent et les choses changent. Ou alors, en effet, d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui peut pallier à ça quand c'est pas possible. Tout est réalisable, mais je pense que c'est plus facile d'avoir quand même un appui à un moment donné dans une vie. Tu m'as dit avant qu'on lance REC, je suis un peu l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que, en fait, si je te fais venir, qu'on passe ce moment ensemble, on va passer la soirée aussi avec tous nos souscripteurs, je vais te présenter plein de monde, etc. C'est parce que moi, je considère que tu es un bel exemple d'un passage réussi de la tech à un métier de coach, que tu as trouvé un peu ton why et ce que tu as vraiment envie de faire. Ouais, oui. Et qu'en fait, tu as une utilité de dingue et qui ne va faire que se renforcer dans les années à venir parce que, comme tu dis, ce sujet de la santé mentale et de l'équilibre, il devient un enjeu aussi pour les fonds, pour les entrepreneurs. Enfin, on sait très bien, enfin, moi je suis en train d'écrire un article sur à quel point les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. C'est ça. Et les sportifs de haut niveau, ils ont des coachs en préparation mentale, ils ont des gens qui s'occupent d'eux, des kinés, des machins, et donc... Et là, nous, on a, à mon époque.
C'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai, c'est encore le cas, mais il y a des choses qui changent. C'est vrai que j'en ai discuté avec certains fonds, comme Jean-David, Isaïe. Alors oui, on n'a pas fait la dédicace, mais vous aviez levé des fonds. Non, on n'a pas avec levé. Isaïe. Non, vous n'avez pas levé. D'accord. On n'a pas levé. Mais vous êtes assez proche de. Enfin, tu es assez proche d'eux historiquement, hein, c'est ça. J'aime beaucoup Jean-David. Et c'est des choses en fait où on voit que les choses s'ouvrent. Parce que quand on a un fonds d'investissement, et mieux que personne tu le sauras, quand on n'investit pas que dans le projet, on investit aussi sur les gens. Et je l'ai vu sur Social Move. Plein de nos concurrents ont levé des montants astronomiques, sont plantés, où nous, tout mignons, tout petits, dans notre coin, on a fait tout ça comme des grands, et tout s'est très bien passé. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qui fait que ça réussit. Il y a l'entrepreneur, ses capacités, ses qualités, mais il y a aussi comment tout ça va être géré. Et de miser sur quelqu'un qui est épuisé, fatigué, ou qui est très facilement épuisable et qui ne se connaît pas, c'est, je pense, un vrai risque. Comment tu crois que les fonds doivent l'amener dans les prochaines années ? C'est au niveau de la term sheet que tu mets un budget coaching, bien-être... psy, pourquoi pas ? Enfin, c'est pas, j'y ai pas réfléchi. Quel conseil tu donnerais à Jean-David et à moi si tu avais une baguette magique pour... Moi, je vais revenir à moi, parce que je déteste donner des conseils. D'ailleurs, c'est pas le rôle d'un coach ou d'un thérapeute. J'aurais aimé avoir des solutions quand je sentais que ça n'allait pas et je ne savais pas vers qui me tourner, parce que je n'avais pas trouver des personnes qui pouvaient justement comprendre ce que j'étais en train de vivre, sans me donner des conseils d'un bateau affligeant. Bon, repose-toi. Je peux pas, là, je dois signer un deal, et s'il signe pas, ça va être le voisin qui va l'avoir, donc non, je ne peux pas. Et si, en fait, on peut faire. C'est comment on rééquilibre les choses. Et ça, moi, perso, je l'ai pas trouvé. Et d'arriver à... Alors, tu connais, oui, Greg, puisque c'est toi qui m'as mis en relation. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont en train de se créer avec des pools de coachs qui vont vers des fonds d'investissement, qui vont finalement réussir à apporter aussi une pièce maîtresse de sois bien pour être bien aussi dans ce que tu fais. Puis si on est objectif, et le but de ce podcast, c'est d'être no bullshit, je pense que c'est très difficile pour un entrepreneur d'aller voir le fonds qui lui a confié 500 000, 1 million ou 2 millions et lui dire je suis fatigué, ça va pas. Ouais. Et donc on peut pas jouer ce rôle-là. Nous, on bosse beaucoup avec des operating partners dont tu fais partie, et je te remercie parce que tu nous as fait confiance au tout début de l'aventure. Je prends l'exemple souvent d'Antoine Bonavita sur Acceptio, et en fait moi je considère que ces discussions-là, elles auront plutôt lieu entre Romain et Delphine et Antoine que entre Romain et Delphine et moi. En fait, et je l'accepte. On peut pas être l'investisseur et le confident et le pote et le coach et le psy, en fait. Et chacun a son rôle. Ce qui serait déjà top, c'est finalement de se dire que parce que je vais voir quelqu'un, ce n'est pas un problème, et il n'y a aucun feu rouge qui est en train de se mettre en disant « Ouh là là, il a l'air fatigué, le garçon ou la demoiselle, peu importe, la dame. Comment on fait ?» Non, en fait, il n'y a pas de problème de dire « Voilà, là, fatigué, mais ça va, et puis je travaille, et puis voilà. » Ce qui ne serait pas OK, c'est finalement je suis fatigué, mais et puis et les chiffres, ils descendent en même temps. Je crois qu'on parlait du stress tout à l'heure. J'avais vu un truc sur le fait que prendre le problème à bras-le-corps et commencer déjà à le traiter, ça faisait diminuer de façon assez significative le stress. Ouais. C'est-à-dire, tu as une problématique que tu laisses de côté, mais en fait, ton stress augmente. Et dès lors que tu commences à prendre en charge, et peu importe le sujet, ton niveau de stress lié à cette problématique baisse. Moi, en tout cas, dans mon approche, elle est en fonction de la personne et en fonction de comment la personne arrive aussi. Il y a deux choses. Déjà, c'est mieux dehors que dedans. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'arriver finalement à ce que les personnes se sentent suffisamment à l'aise, en confiance, pour pouvoir balancer ce qu'elles ont à balancer. Tout reste toujours
confidentiel, il n'y a jamais rien qui sortira. Ça, c'est le métier et mon éthique à moi, de toute façon. Mais de sortir les choses. Et après, d'expliquer pourquoi, en fait, de déculpabiliser. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à déculpabiliser la personne, de se dire, c'est normal de ressentir ça. Comment maintenant tu fais ? Voilà des outils. Le but, c'est pas de panique, tout va bien, ça va bien se passer. Ça s'apprend. De la même manière qu'on apprend des choses, comment tu peux apprendre à prendre mieux soin de toi ? Parce que on est déjà même au-delà d'être entrepreneur, on est déjà, nous, notre meilleur investissement. Et aujourd'hui, enfin, oui, quand je pense je suis l'exemple de tout ce qu'il fallait pas faire. Et c'est là, et aujourd'hui, c'est un peu plus digéré, plus ou moins quand même. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une sclérose en plaques. Je pense que mon niveau de de rien lâcher n'a pas créé la maladie, on va pas dire voilà, mais ça a créé, à mon avis, un terrain où c'est plus fatigué et où, du coup, la maladie aussi peut se placer. Donc tout ça, c'est quand même ballot, hein, comme on dit, parce que ça aurait pu peut-être être différent, ça aurait pu être, voilà, maintenant, c'est là, je fais avec, mais il y a plein de moyens. Donc je pense que... Tu te dis tout ça pour ça ? C'est-à-dire que toutes ces années à entreprendre si dur et à créer un environnement que tu penses être protecteur in fine, laisse aussi la place à... tu attaques une partie de ton corps par un engagement... C'est un peu ce que moi, j'arrive aussi à dire. J'ai aucun regret, j'ai adoré ce que j'ai fait. Ce qu'on a fait, même, voilà. Mais le prix est cher. Aujourd'hui, on peut voir des montants, on voit... oui, non, le prix a été très cher. Et je pense que c'est aussi ça, quand je travaille avec des entrepreneurs, avec des gens, c'est aussi expliquer... Déjà, je vois en général, vraiment, littéralement, la peur, la panique, dont certains qui sentent qu'ils sont déjà sur le fil du rasoir, en me voyant moi, parce qu'ils disent « je veux pas être comme elle ». Et d'arriver à dire « ok, il y a un effet miroir quand même. Il y a un quand effet on discute miroir. Avec toi. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans nos discussions avant que tu évoques ces sujets-là. Parce que quand je t'ai connu, tu ne l'avais pas et ça n'avait pas été diagnostiqué. Et je pense que c'est... Quand tu es entrepreneur, tu te dis toujours non, mais ça arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que non, mais moi j'ai levé des fonds. Moi j'ai levé des fonds, mais eux ils se sont pas refinancés. Mais moi, mon refinancement, je vais y arriver. Non, mais eux, ils ont trop recruté, ils se sont gaufrés à cause de ça, machin. Ou eux, ils se sont fâchés avec ses associés, mais ça n'arrivera pas. On se rassure. On se rassure comme on peut, mais la réalité, avec 10 ans dans l'industrie, je vois bien que ça arrive pas qu'aux autres. Moi, je m'étais dit, non, mais un associé qui décède dans une avalanche, ça peut pas arriver, ça arrive. Et donc, l'aléa, l'imprévu, c'est la beauté et à la fois le côté tragique et difficile de la vie aussi. C'est qu'on maîtrise, on croit en tant qu'entrepreneur pouvoir tout maîtriser, tout contrôler. On a assez peu d'emprise, on l'a vu en plein Covid aussi. Voilà, sur nos business respectifs. Peut-être pour essayer de conclure, et merci pour tout ce que tu partages. Je trouve ça vraiment cool de se retrouver 4 ans après, en ayant fait chacun un bout de chemin différent. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'objectif que je t'avais indiqué et que je voulais atteindre, au-delà même, en écoutant tes conseils. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir. Toi, tu as rééquilibré certaines choses, retrouvé certaines priorités. Et j'ai l'impression que tu t'épanouis de plus en plus dans ce rôle de coach. En plus de la Sophro, peut-être des associations à venir avec des personnes assez incroyables que tu as mentionnées. Pour finir là-dessus, comment tu vas toi et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois, dans les années à venir et comment on peut t'aider, comment on peut te contacter
Ce qu'on peut... Je crois que j'ai... Il y a une pratique que je fais en coaching et qui permet de jouer sur les qualités. On ne l'avait pas fait, parce que ça, je l'ai trouvé encore plus tard. De travailler sur ses qualités fondamentales. Et on a une qualité du corporel, de l'émotionnel, du mental. Et une du corporel, c'est quelle est ta qualité. Et j'arrive à dire, je suis en bonne santé. Parce que, même s'il y a une maladie, même s'il y a beaucoup de conséquences, même si beaucoup de choses, hein, enfin, je ne vais pas dire que... Enfin, elle est clairement là. Mais je me sens quand même en bonne santé. Je me sens quand même bien. Je me sens... J'ai ma vie aussi perso qui pour moi a toujours été très importante, a aujourd'hui un super équilibre. J'ai des enfants fantastiques, j'ai un partenaire qui est top et en fait c'est peut-être ça, peut-être pas plus en fait. C'est d'arriver si déjà en fait je maintiens ça, je crois que c'est top. Je crois que c'est top. J'aime bien, moi, toujours cette phrase « le mieux est l'ennemi du bien ». Ouais. Et en fait, aujourd'hui, tu es bien et donc Pourquoi aller chercher toujours plus, tu profites plus, en fait. Ouais, c'est ça. Déjà profiter. de ça. Il y a des projets, il y a plein d'envies, il y a plein de choses, mais c'est pas toujours le plus. Là, j'en ai fini avec le plus, je crois. Ok. Je suis plus calme. Écoute, est-ce que tu as un livre ou une ressource ou quoi que tu voudrais recommander aux gens qui nous écoutent? Ouais, tu m'en as parlé. Et qui seront touchés par ton parcours, par tout ce que tu racontes, et puis peut-être notre amitié aussi. Hein. Moi, c'est ça que je voulais te dire. C'est pas évident de maintenir les amitiés dans la durée, avec les métiers qu'on fait, où on rencontre énormément de monde. Mais ça me tient à cœur d'en maintenir certaines au fil du temps et de les investir. Et tu en fais partie. Merci. Voilà. Et toi aussi. Qu'est-ce que tu recommanderais alors? J'ai réfléchi à ça, tu m'en avais parlé. Et il y a un livre que moi j'ai adoré qui s'appelle je vais y arriver, Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua. C'est un roman initiatique et je trouve qu'il est incroyable. C'est un livre qui parle de la vie, qui parle justement de quand on a ses 10 doigts dans la prise, d'apprendre en fait à ouvrir un peu aussi ses œillères, d'arriver à se poser. C'est vraiment une introspection, c'est arriver à se connaître, c'est arriver à mieux se comprendre, à peut-être rééquilibrer des fois des paramètres qui sont un peu trop déséquilibrés. C'est très bien écrit. Enfin, je le conseille à beaucoup de personnes, ce livre. Et tous ceux qui ont lu Kilomètre Zéro ont vraiment, je pense, vraiment beaucoup aimé. Ok, bon, je vais le mettre sous le sapin de Noël. Alors. C'est bien, ouais. Je pense que c'est un bon livre. Écoute, j'ai été vraiment ravi de passer ce moment privilégié avec toi. Et puis, on va en vivre un autre très sympa ce soir avec la conférence de Mathieu Blanchard et tous nos souscripteurs. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que je vais en avoir perdu quelques-uns avec mes 2 podcasts en novembre sur la longévité et puis celui-là en décembre avec toi, mais c'est pas grave. C'est l'avantage de ce format, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Et par rapport à l'audience de Mathieu Stéphanie, nous, ça reste confidentiel et c'est, je dis toujours un peu notre cours de récré. Et j'espère juste que ça sera utile à quelques personnes qui nous écoutent. Et voilà, on fait ces contenus entre midi et 2, le soir tard, et on peut le prouver pour les gens qui nous regardent. Au lieu de manger au restaurant, c'est un sandwich qu'on mange sur le coin de la table pour pouvoir enregistrer ces formats-là. Donc merci d'être venu passer ces 2 jours à Paris avec nous. Avec plaisir. Et puis à très bientôt tout le monde. Au revoir.